Veuillez vous lever. L'audience de la Cour pénale internationale pour l'édition 2025 du concours du procès fictif de la CPI en langue française est ouverte. Veuillez vous asseoir. Je souhaite la bienvenue aux équipes qui participent à cette joute oratoire aujourd'hui, à savoir les conseils du bureau du procureur et les conseils de la défense. Je souhaite également la bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes physiquement dans cette salle d'audience, ainsi que tous ceux qui nous suivent en ligne. Je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce concours et toutes celles et ceux qui nous assistent aujourd'hui pour cette audience. Madame la greffière, pouvez-vous appeler l'affaire, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. Nous siégeons dans le cadre de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Nicolas Vavoum, édition 2025 du concours de procès fictif de la CPI en langue française. Merci Madame la greffière. Au nom de la Chambre, je vais demander maintenant aux parties de se présenter, mais avant que vous ne preniez la parole, je voudrais rappeler à chacune et chacun d'entre vous qu'il est important de parler lentement pour que nous puissions tous suivre vos débats et de ne parler que quelques instants après que vous ayez reçu la parole pour qu'il n'y ait pas de confusion dans nos débats aujourd'hui. Je vais d'abord demander au bureau du procureur de présenter les membres de son équipe. Madame la procureure. Merci, Monsieur le Président. Le bureau du procureur est ici représenté par les substituts Sanon Songalo, Somatia Koundie et Gaïré Amos et moi-même, Néa. Merci Madame la procureure. Je me tourne maintenant vers la défense. Maître, vous avez la parole pour présenter votre équipe. Je vous remercie. Le Conseil de la Défense se compose de Maître Déas, Maître Babonneau, Maître Lafont et moi-même, Maître Joyot. Je vous remercie, Maître. Le greffe est aujourd'hui représenté par Madame Karine Pinault, greffière d'audience, et Madame Chloé Bachelor de l'Académie de droit international de La Haye. Et pour terminer, il me reste à présenter la Chambre. À ma droite, Monsieur Simon de Smet, et à ma gauche, Madame Nadia Galinier. Et pour ma part, je suis le juge Nicolas Guillou et je présiderai cette audience. La Chambre va à présent aborder à tour les deux questions qui délimitent l'objet de l'audience de ce jour. De par la nature publique de la présente audience, je vais demander à la greffière d'audience de bien vouloir rappeler les questions arrêtées par la Chambre préliminaire. Merci, Monsieur le Président. En vue de l'audience de confirmation des charges, la Chambre préliminaire 16 sollicite les observations du bureau du procureur et de la défense sur les points suivants. A. La compétence de la Cour au regard, en particulier, sur la question de la complémentarité. B. Les charges et modes de responsabilité susceptibles d'être retenus contre M. Nicolas Vavoum. Je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole au bureau du procureur pour qu'il présente sa cause et ses observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Vous avez 30 minutes. On ne bascule pas fortuitement dans l'atrocité.
On ne comparaît pas inopinément pour déni d'humanité. Car il y a toujours, entre la tragédie et le prétoire, entre le suspect et les victimes, entre le récit et l'indicible, un irréductible fil conducteur. Tout commence par un régime misogyne qui déshabille les femmes de leurs droits. Plus de consentement au mariage, plus de juste rémunération, plus de recours effectif contre les violences domestiques. Puis, c'est au tour d'un groupe armé d'orchestrer la descente aux enfers de l'autre moitié du ciel. D'abord une école de jeunes filles ciblée par un attentat pour instiller la psychose. Ensuite, des enlèvements massifs revendiqués avec arrogance. S'ensuit dès lors une systématisation de l'horreur au féminin. Déscolarisation, flagellation, conscription, viol, mariage et grossesse forcée. Les Abkessiennes ont été réifiées, bafouées, déshumanisées. C'est pourquoi, en application de l'article 54.1b du statut de Rome, notre bureau mettra l'accent sur les crimes de genre perpétrés par l'Alma Rotro sous l'autorité de Nicolas Vavoum. Mais avant, nous démontrerons que les exigences préliminaires tenant au jeu de complémentarité sont satisfaites en vertu de l'article 17 du statut. Puis, Maître Sanon et Gaïré étayeront respectivement, selon l'article 61.5 du statut, l'existence de motifs substantiels de croire qu'ont été commis en Abkessie des crimes contre l'humanité et de guerre. Enfin, viendra Maître Soma pour vous convaincre que les charges sont imputables aux suspects à l'aune des articles 25.3a et 28a du statut, soit à titre de coauteur indirect et de supérieur militaire. Honorable juge, l'article 19.1 du statut impose à votre cour de vérifier in limine litis sa compétence en toute affaire. Nous en aurions fait l'économie car vous êtes assurément compétent sur l'ensemble des chefs matériels, temporels, personnels et territoriaux, respectivement prévus aux articles 5, 11 et 12.2 du statut. La pomme de discorde dans cette affaire tient cependant à l'exercice de votre compétence au regard du jeu de complémentarité. Comme indiqué dans l'arrêt Katanga du 25 septembre 2009 sur la recevabilité, ce principe, consacré à l'article 17 du statut, subordonne votre intervention à l'inaction des États ainsi qu'à leur manque de volonté ou de capacité dans la lutte contre l'impunité. La complémentarité joue donc comme un Janus qui en l'espèce milite bien en votre faveur car aucun État compétent n'a valablement agi pour lutter contre l'impunité. Notre bureau ne conteste aucunement que l'État du Rotro, parti au statut depuis 2004, dispose bien d'une compétence rationnelle personnelle car les crimes ont été commis par son ressortissant Nicolas Vavoum. Toutefois, nous soutenons fermement que les actions engagées par cet État s'inscrivent aux antipodes des exigences du jeu de complémentarité. Distingué juge, votre chambre a établi dans l'affaire Simone Gbagbo que l'examen de la complémentarité suit 2 étapes successives. Il est principalement nécessaire d'examiner si l'affaire fait ou a fait l'objet d'une enquête ou de poursuite par l'État compétent, avant secondairement de se poser la question du manque de volonté ou de capacité. Sur la première condition, la Cour dans l'affaire Al-Senissi précise que l'enquête interne doit porter sur la même personne et le même comportement criminel que celui évoqué dans le mandat d'arrêt de la Cour. Or, en l'occurrence, le mandat d'arrêt contre Nicolas Vavoum concerne des charges de crimes de guerre et contre l'humanité, alors même que les enquêtes du Rotro ne concernaient vaguement que les violations commises en Abkessie. Et de surcroît, les procédures judiciaires engagées n'étaient afférentes qu'à des comportements de corruption et de haute trahison, à l'exception de tout crime relevant de votre compétence. À supposer même que les actions retroliennes portaient sur la présente affaire, la seconde condition, posée à l'article 17.2a du statut, n'est résolument pas remplie, car il y a bien eu manque de volonté de poursuivre en l'espèce.
En effet, les procédures du retrait ont été engagées dans le dessein de soustraire Nicolas Vavoum à sa responsabilité pénale. Le commentaire du statut précise à ce titre que le dessein de soustraire se déduit de poursuites de complaisance et de simulacres de procès, en particulier lorsque le pardon ou l'amnistie est privilégié sur la justice pénale. Or, le paragraphe 5 du rapport factuel indique que c'est justement ce qu'a orchestré le retrait dont la procédure était originellement biaisée, tant par l'accord d'impunité passé avec l'Allemand retrait que par les modes innovants de sanctions tournés vers la réconciliation nationale. Plus rien de surprenant dès lors, pas même le simulacre de procès du suspect, expédié en moins de 48 heures avec une grâce gouvernementale à la clé. En définitive, la complémentarité n'empêche aucunement la Cour d'intervenir, car le retrait a agi sur une affaire distincte et sans réelle volonté de poursuivre. Ce périple préliminaire permet in fine de confirmer votre compétence, notamment au regard du jeu de complémentarité. Nous vous invitons dès lors à examiner avec Maître Sanon la pleine constitution des charges de crimes contre l'humanité en la présente. Madame la procureure, avant de poursuivre, j'ai une question. Vous avez indiqué que la durée du procès était un critère pour écarter sa validité au titre de la complémentarité, puisque vous avez parlé de 48 heures. Est-ce que la jurisprudence de la Cour pénale internationale prend en compte effectivement la façon, le mode de déroulement et la durée des procès au niveau interne? Il est assez fréquent que certains procès durent quelques jours. Est-ce que c'est à la Cour pénale internationale de vérifier si la durée des procès nationaux est adéquate? Monsieur le Président, conformément à l'article 17 sur le manque de volonté, on entend par manque de volonté lorsque les poursuites ont été engagées dans le dessein de soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale ou lorsque les procédures ont subi un retard injustifié, incompatible avec l'intention de traduire le suspect en justice, ou encore lorsque les procédures n'ont pas été menées de façon impartiale ou indépendante, incompatible également avec l'intention de traduire le suspect en justice. On pourrait croire, conformément à l'article 17, que c'est seulement lorsque les procédures ont subi un retard injustifié. Mais ce que nous soutenons ici, c'est la gravité de l'affaire. Il est impossible de juger des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en 48 heures. Vu l'étendue des dégâts, vu les traumatismes causés, vu les témoignages recueillis, il est impossible qu'un crime contre l'humanité ou qu'un crime de guerre soit jugé en 48 heures, et surtout pas avec une grâce gouvernementale à la clé. Merci, monsieur. Monsieur le Président, distingués juges, la situation abkhazienne sur laquelle enquête notre bureau depuis le 14 juin 2022 infère, en vertu de l'article 61-5 du statut, des motifs substantiels de croire qu'ont été commis en Abkhazie des crimes contre l'humanité. Pour l'étayer, nous suivons le raisonnement binaire adopté dans l'affaire Abdalrahman et selon lequel la qualification d'un crime conjugue éléments contextuels et actes criminels spécifiques. Suivant l'article 7-1 du statut, ainsi que votre constante jurisprudence, le crime contre l'humanité est l'un quelconque des actes énumérés au paragraphe 1 commis dans le contexte d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en application d'une politique étatique ou organisationnelle. Ces conditions contextuelles sont toutes satisfaites en ce qu'il y a eu attaque généralisée contre les civils abkhaziens en application de la politique de l'AR. D'une part, il ressort du paragraphe 3 du rapport factuel qu'il y a bien eu entre juillet 2021 et décembre 2022 et selon l'article 7-2 du statut, commission multiple d'actes
criminels. Un attentat meurtrier visant une école, une kyrielle de tortures, des dizaines de déportations, une centaine de mariages forcés, des viols répétitifs, ainsi que plusieurs grossesses forcées. Cet agrégat d'actes incriminés à l'article 7-1 visait principalement des populations civiles abkhésiennes et donc infère des attaques au sens du statut. D'autre part, ces attaques présentent un caractère généralisé. D'après votre jurisprudence, notamment dans les décisions Bemba, paragraphe 83, et Gbagbo, paragraphe 222, le critère de généralisation désigne les attaques massives, fréquentes, d'une gravité considérable, dirigées contre un grand nombre de victimes, menées à grande échelle ou visant un grand nombre de victimes, tel qu'affirmé par le jugement Stakich du TPY et réitéré par votre cour dans le jugement Ntangada. Ce critère peut se déduire de l'effet cumulé d'une série d'actes inhumains ou par l'effet singulier d'un seul acte de grande ampleur. En l'espèce, les attaques susmentionnées ont visé un grand nombre de personnes. L'attentat à la voiture piégée du 2 septembre 2021 a fait plus de 30 victimes. Des dizaines de femmes ont fréquemment été enlevées, mariées de force, flagellées et même lapidées dans la forêt de Sequoia. De tels actes contre un grand nombre de victimes d'une insoutenable gravité et perpétrés en de nombreuses localités du territoire abkhésien ne peuvent qu'inférer des attaques généralisées. Monsieur le procureur, vous avez parlé d'un grand nombre. Est-ce que vous pouvez quantifier le nombre total de victimes, s'il vous plaît? Merci bien, Monsieur le Président. Pour ce qui concerne le critère quantitatif, il faut rappeler d'abord avec votre cour, notamment dans le jugement Katanga, que ce critère dépend bien évidemment de certains effets. Et pour évaluer cela, on tient compte bien évidemment de l'effet cumulatif des actes. Et nous avons eu à spécifier qu'il existe plusieurs actes qui ont été commis en l'espèce. Des dizaines de femmes ont fréquemment été enlevées, mariées de force. Il y a eu centaines de déportations. Donc, tous ces agrégats d'actes infèrent en quelque sorte un nombre suffisant d'actes. Distingués juges, le bureau du procureur regrette de ne pouvoir vous exposer que le sommet de l'iceberg des crimes contre l'humanité commis en Abkhésie. C'est donc avec votre permission et en renvoyant à nos écritures pour un aperçu exhaustif que nous mettrons ici en exergue les crimes de genre, c'est-à-dire, dans cette affaire, les crimes ayant ciblé les femmes. Leur persécution a consisté en 4 crimes spécifiques: déportation, mariage forcé, viol et grossesse forcée. Mais attendons-nous davantage sur ces crimes. Primo, sur la déportation. Ce crime est, selon l'article 7-2d du statut, le fait de déplacer de force des personnes sans motif admis en droit international. C'est justement ce qu'ont fait les membres de l'AR. Le paragraphe 3 du rapport factuel indique plusieurs enlèvements revendiqués par le porte-parole de l'AR, dont 125 mineurs enlevés en Abkhésie et conduites dans la Sequoia en territoire rétrolien. Ce déplacement forcé et injustifié permet ainsi de constituer le crime de déportation. Secondo, sur le mariage forcé. De l'avis de la Cour dans la décision Ongwen, ce crime se lie en filigrane de l'acte inhumain au sens de l'article 7-1K du statut. Il désigne, selon l'affaire CC du tribunal spécial pour la Sierra Leone, l'imposition du statut social d'épouse ou de tâches associées au mariage. Les témoignages recueillis par la FDH font montre de nombreuses femmes et très jeunes abkhésiennes mariées de force aux combattants de l'AR. Comme mentionné dans l'annexe 3 du rapport factuel, à l'instar d'autres captives, Julie a été mariée de force au commandant du camp. Elle a ensuite ainsi commise durant 2 ans à de multiples tâches domestiques. Ces faits constituent en conséquence des actes inhumains sous le prisme du mariage forcé. Tertio, sur le viol,
L'article 7-1 G1 des éléments de crime dispose qu'il consiste en la pénétration d'une partie du corps de la victime par un organe sexuel et à la faveur d'un environnement coercitif tel qu'un conflit armé. En l'espèce, l'annexe 3 du rapport factuel relate le témoignage de Nina, recueilli par la FIDH, qui affirme avoir été violée à plusieurs reprises au front par un membre de l'AR, d'où la constitution de ce crime. Le drame se poursuit, pourtant avec le crime de grossesse forcée, prévu à l'article 7-1 G du statut, est défini comme la détention illégale d'une femme mise enceinte de force. Or, Nina et d'autres, je cite, pouliches capturées ont été enceintés, puis isolés et constamment surveillés pour éviter qu'elles avortent. De ce fait, il y a eu crime de grossesse forcée et de manière générale, crime de persécution à l'encontre des apkétiennes. Honorable juge, à ce stade de notre démonstration, qu'il vous plaise de reconnaître avec l'accusation que votre compétence est établie, que la complémentarité ne vous empêche pas de connaître de cette affaire et que les charges de crimes contre l'humanité sont constituées. Honorable juge, ces atteintes insupportables à notre humanité ne sont qu'une facette de l'horreur, car, comme le démontrera à présent Maître Gaïré, des crimes de guerre ont ensuite été perpétrés en Abkhésie. Je vous remercie. Éminent juge, le sombre et accablant tableau que vient de vous exposer notre confrère n'est que le premier visage d'une réalité bien plus profonde et triste. En effet, des violations graves au droit international humanitaire, telles que prévues à l'article 8 du statut de Rome, ont été commises dans la situation abkhésienne. Et sur le fondement du paragraphe 27 de la décision Nguyolo-Chui du 6 juillet 2007, nous établirons d'abord la réunion des éléments contextuels et ensuite la constitution des éléments spécifiques du crime de guerre. Concernant les premiers, les infractions énoncées aux articles 8.2, littéra C et E, nécessitent la conjonction de 3 conditions au sens du paragraphe 43 de la décision Mohamed Haroun, à savoir l'existence d'un conflit armé, le nexus entre les crimes et le conflit et la connaissance par les auteurs de l'existence du conflit armé. En l'espèce, notre bureau soutient que l'Abkhésie a été le théâtre d'un conflit armé non international. Au paragraphe 40 de la décision précitée, votre Chambre précise que ce type de conflit, prévu à l'article 8.2 F du statut, nécessite l'implication d'un groupe armé organisé ainsi qu'un certain seuil d'intensité. Et au paragraphe 537 du jugement Lubanga du 14 mars 2012, votre Cour a posé qu'un groupe armé organisé est une entité qui possède une hiérarchie interne, des équipements militaires et la capacité de mener des opérations militaires. C'est peu dire que l'Allemand rétro répond à ces critères, car comme l'indique le paragraphe 3 du rapport factuel, le groupe s'est radicalisé, armé, structuré dès janvier 2021 avec des commandements de camp, des chefs de zone comme Stéphane Lassu, un porte-parole et surtout d'un chef charismatique, à savoir Nicolas Vavoum. L'Allemand rétro a ainsi mené des attaques militaires en Abkhésie, notamment contre la gendarmerie de Van le 27 juillet 2021, avant de contrôler certaines zones. Quant à l'intensité des hostilités qui distinguent le conflit armé non international des troubles et tensions internes, le seuil critique, selon votre Cour dans son jugement, Ntaganda, au paragraphe 716, s'apprécie suivant la gravité et l'extension spatio-temporelle des attaques, le type d'armes utilisées ou l'adoption de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation. En l'espèce, le rapport factuel nous indique au paragraphe 3 et 4 que les hostilités en Abkhésie ont débuté à l'été 2021 pour se poursuivre tout au long de l'année 2022, soit pendant 18 mois. Les combats ont engagé des gendarmes, des gardiens de la paix et même les forces spéciales du Liber, sans que ce dernier ne parvienne à pacifier la situation. Le conflit a engendré des tirs de mortier, de bombardements de masse et des attaques répétées,
à telle enseigne que le Conseil de sécurité s'est saisi de la situation au printemps 2022. Honorable juge, c'était résolument un cani auquel étaient connexes les crimes de guerre et dont avaient nécessairement connaissance les forces de l'Alma-Retro. Votre cour, dans la décision Al-Hassan sur la confirmation des charges au paragraphe 202, retient comme critère du nexus le fait que l'auteur du crime soit un combattant, que la victime ne soit pas un combattant, ainsi que le fait que la commission du crime participe des fonctions officielles de l'auteur. Or, en l'espèce, les crimes de guerre avaient pour auteur les combattants de l'Alma-Retro et pour victimes les civils en Abkissi. Cela permet donc de retenir la réunion des éléments contextuels des crimes de guerre. À présent, penchons-nous sur les éléments spécifiques des crimes de guerre commis en Abkissi par l'Alma-Retro sous le commandement de Nicolas Vavoum. Honorable membre de la Cour, ces crimes ont essentiellement consisté en des pillages, des prises d'otages et des condamnations irrégulières. D'abord, sur les pillages. L'article 8.2 du statut les appréhende comme l'appropriation de biens à des fins personnelles sans le consentement des propriétaires et en dehors de toute nécessité militaire. Les faits révèlent en effet que plusieurs édifices religieux du Libère ont été pillés par les membres de l'Alma-Retro à l'automne 2021. Ce crime est conséquemment constitué. Concernant ensuite la prise d'otages... Excusez-moi de vous interrompre. J'avais une question. Nicolas Vavoum est chef d'une agence de communication. Avez-vous des preuves qu'il avait l'autorité de commander l'armée? Merci Madame la juge. Du rapport factuel, il ressort que M. Nicolas Vavoum était le chef charismatique du groupe Alma-Retro. Lorsqu'on se réfère également au rapport produit par Doc GPT, il ressort très clairement que plusieurs échanges entre Nicolas Vavoum et les chefs de zone qui commandaient en Abkissi avaient des liens très clairs qui recevaient des indications, comme par exemple enlever les gants. C'est un ordre qui a été donné, enlever les gants. Ça montre clairement l'ordre, ça montre clairement l'autorité qu'avait Nicolas Vavoum sur le groupe l'Alma-Retro. Concernant ensuite la prise d'otage prévue à l'article 8.2c3 du statut, elle désigne la détention de personnes hors de combat en subordonnant leur libération à l'action ou l'abstention de l'État. En l'occurrence, 125 jeunes abkissiennes civiles ont été enlevés en novembre 2021 par l'Alma-Retro dont le porte-parole conditionnait la libération au résultat d'un vote d'autodétermination. Ce crime est ipso facto établi. Enfin, sur les condamnations irrégulières définies à l'article 8.2c4, ce sont celles rendues contre des civils par un tribunal irrégulièrement constitué et en l'absence des garanties judiciaires essentielles. Or, de nombreux Abkhissiens ont été condamnés à des flagellations par un tribunal révolutionnaire et sans procédure contradictoire. De surcroît, pour de simples suspicions d'incivisme ou d'avortement. Ce tribunal exclusivement composé de sympathisants de l'Alma-Retro sans qualification judiciaire ne pouvait offrir les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par votre cour dans sa décision Al-Hassan au paragraphe 376. Les condamnations irrégulièrement prononcées constituent donc des crimes de guerre. En définitive, honorable juge, les charges établissent l'existence indubitable de motifs substantiels de croire que chacun des crimes visés a bel et bien été commis dans la situation abkhissienne. Ces crimes sont imputables à Nicolas Vavoum et selon le mode de responsabilité qui vous sera à présent exposé par le substitut maître Soma. Monsieur le Président, éminent juge, l'article 25 alinéa 2 du statut de Rome dispose éloquemment que quiconque commet un crime entrant dans la compétence de votre cour en est individuellement responsable. Et pour la chambre préliminaire 1, dans l'affaire Abdalrahman,
Cette responsabilité se décline sous 3 formes, à savoir celle de auteur ou co-auteur, du complice et du supérieur hiérarchique. Dans le cas d'espèce, notre bureau reconnaît avec le conseil de Nicolas Vavoum que sa responsabilité ne peut être engagée à l'aune des articles 25 alinéa 3 lettres B, C et D, soit au titre de la complicité par instigation, par facilitation ou par toute autre manière. En revanche, la responsabilité du suspect est bel et bien engageable à l'aune des articles 25 3A et 28A du statut de Rome. En premier lieu, notre bureau soutient que le suspect est co-auteur indirect des crimes précédemment démontrés. Ce mot de responsabilité correspond, d'après votre décision dans l'affaire Al-Hassan, à la situation d'une personne qui commet un crime conjointement avec une personne et par l'intermédiaire d'une autre. Autrement dit, c'est une commission à la fois conjointe et par intermédiaire. Cette forme de responsabilité requiert des éléments matériels, tenant non seulement à l'existence d'un plan commun, à la réalisation duquel contribue le suspect, mais encore au contrôle de ce dernier sur une organisation de telle sorte que ses ordres s'y exécutent quasi automatiquement. Dans la décision Al-Hassan au paragraphe 172, votre cour a déjà qualifié de plan commun un accord tendant à prendre le contrôle d'une ville pour y imposer par la force une vision religieuse. Or, en l'occurrence, il y a bien eu entre Nicolas Vavoum et Linda Grandmarché un plan ancré dans leur enfance et progressivement conçu dans leur lien associatif avec le rétro qu'il nous faut. C'est ainsi qu'avec la création du PNHR qu'émerge le plan d'imposer une vision religieuse et des législations sexistes. Monsieur le Président, il est donc clair qu'entre Nicolas Vavoum et Linda Grandmarché, il a bien existé un plan commun à la réalisation duquel Nicolas Vavoum a essentiellement contribué, ce qui a engendré la commission des crimes déjà démontrés. Monsieur le Président, honorable juge, au surplus des éléments matériels de la coaction indirecte, le suspect satisfait également aux éléments psychologiques prévus à l'article 30. Excusez-moi de vous interrompre, maître. Juste une question. Quelle était la contribution essentielle de M. Vavoum? Vous avez mentionné qu'il a fait une contribution essentielle. Qu'est-ce qu'il a fait? Honorable juge, le rapport factuel indique clairement au paragraphe 3 que dès janvier 2021, l'Allemagne rétro s'est radicalisé à la suite des discours tenus par Nicolas Vavoum. Le fait que Nicolas Vavoum ait tenu des discours tendant à radicaliser l'Allemagne rétro qui s'est déployé dans la forêt de Sequoia pour commettre ces crimes, cela est suffisamment clair pour démontrer que Nicolas Vavoum a contribué de manière essentielle à la commission des crimes précédemment démontrés. Le suspect satisfait également à l'élément psychologique prévu à l'article 30 alinéa 1er du statut de Rome, à savoir l'intention et la connaissance. Le co-auteur indirect, suivant le paragraphe 813 de la décision Al-Hassan, doit être conscient de son contrôle et de sa position dans l'organisation, mais aussi contribuer à la réalisation du plan commun en sachant que de sa mise en œuvre adviendra la commission des crimes. En l'espèce, Nicolas Vavoum savait que ces actes entraîneraient la commission des crimes en tant que chef d'un groupe qui l'a radicalisé. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, la responsabilité de Nicolas Vavoum en tant que co-auteur indirect est pleinement engageable. Ceci étant, notre bureau soutient secondairement que le suspect est aussi auteur à titre de supérieur militaire, c'est-à-dire conformément à l'article 28A du statut de Rome. Cette disposition établit la responsabilité du chef militaire pour manquement à ses devoirs en lien avec les crimes commis par ses subordonnés. C'est justement ce mode qu'il sied de retenir contre Nicolas Vavoum vis-à-vis de l'Allemagne rétro, et cela conformément aux critères dégagés par la Chambre préliminaire 2 au paragraphe 407 de la décision Bemba. Ces critères tenant au fait qu'il doit être démontré que les crimes entrant dans la compétence de votre Cour ont été commis, ce qui a déjà été démontré avec la constitution des charges
des crimes contre l'humanité et des guerres. En plus, le suspect doit avoir, Monsieur le Président, demandez 1 minute pour conclure, si vous permettez. Allez, en une demi-minute. Merci bien. Honorable juge, Nicolas Vavoum a manqué à ses obligations d'empêcher la commission des crimes, faisant en sorte que sa responsabilité en tant que supérieur militaire soit engagée. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, Nicolas Vavoum n'a pas simplement détruit des vies, il a anéanti des âmes. Sous son règne, la douleur est devenue une arme, la terreur un langage et l'inhumanité une norme. Les actes qu'il a orchestrés ne relèvent pas simplement de la barbarie. Ils incarnent une descente dans les abysses les plus sombres de l'existence humaine. Voilà pourquoi le bureau du procureur vous demande de reconnaître votre entière compétence sur cette affaire conformément au principe de complémentarité et aussi de confirmer les charges de crimes contre l'humanité et crimes de guerre dont est responsable Nicolas Vavoum à titre de co-auteur indirect et de chef militaire. Ainsi, renverrez-vous l'affaire en jugement. Ainsi, aurez-vous rempli votre noble sacerdoce de lutte contre l'impunité, contre l'inhumanité. Merci. Merci, Monsieur le procureur. Je remercie l'équipe du bureau du procureur. Et la parole est maintenant à la défense pour qu'elle nous expose ses vues sur les deux mêmes questions qui font l'objet du débat. Maître, vous avez la parole. Celui qui aime son peuple aime les autres peuples. L'écho de cette affirmation résonnera davantage ici et à d'autres endroits où certains ont les yeux fixés sur cette salle d'audience. Monsieur le Président, honorable juge, honorable contradicteur, ce ne sont pas les mots du Conseil de la Défense, ce sont ceux de Thomas Sankara. Avoir porté la voix d'un peuple trop longtemps ignoré, c'est pour cela, uniquement pour cela, que Nicolas Vavoum se tient aujourd'hui devant vous. Les crimes qui lui sont attribués ne trouvent aucun écho dans sa personnalité ni dans son parcours. Nicolas Vavoum est un homme de conviction, non pas de guerre, un homme de parole, non pas d'armes. Le Conseil de la Défense en est convaincu. Cette affaire ne saurait être renvoyée en jugement. Il s'attachera dès à présent à le démontrer. Pour ma part, j'établirai à titre principal que votre compétence, au-delà d'être restreinte, ne doit pas être exercée. À titre subsidiaire, Maître Deas et Maître Babonneau établiront qu'il n'existe aucun motif substantiel de croire aux charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Enfin, Maître Lafont démontrera qu'il n'existe pas de motif substantiel de croire en la responsabilité de M. Vavoum. Concernant tout d'abord la restriction de la compétence rationnelle-oki de votre cour. Selon la décision du 6 juillet 2007 dans l'affaire Katanga, une affaire ne relève de la compétence de la Cour que si les crimes allégués restent dans les limites territoriales et temporelles de la situation initialement définie. Ces paramètres sont fixés par les instruments juridiques fondant sa compétence. En l'espèce, la compétence de votre Cour repose sur une déclaration ad hoc du Liber, limitée à l'Apkessi. Le mandat d'arrêt le confirme. Or, certains faits se seraient produits dans la forêt de Sequoia que le procureur établit comme étant située au rétro et non en Apkessi, au paragraphe 76 de ses observations écrites. Dès lors, ces faits excèdent le cadre géographique de l'enquête, limitant ainsi sa compétence rationnelle-oki. Mais pourtant, le rétro n'a-t-il pas ratifié le statut de Rome? En effet, le rétro est parti au statut de Rome. Cependant, ici, il s'agit de délimiter la compétence donc, de la situation délimitée à l'Apkessi et non pas sur le territoire du rétro. Mais au-delà de cette restriction, votre Cour ne doit pas exercer sa compétence. La défense s'étonne que le bureau du procureur engage des poursuites contre un homme déjà jugé.
La défense insiste sur ce point. Contrairement à ce qu'a développé l'accusation, il ne s'agit pas de simples poursuites en cours ou de poursuites ayant abouti à un acquittement. Il y a eu un jugement national qui a condamné M. Vavoum à la peine capitale. Cette réalité, aussi lourde de conséquences qu'indéniable, impose de considérer non pas les alinéas A ou B de l'article 17, mais bien son point C, lu conjointement avec l'article 20, paragraphe 3, le principe ne bis in idem. Cela étant, la défense s'attachera à démontrer que, contrairement à ce qu'affirme le bureau du procureur, l'article 17A et B fait obstacle à la compétence de votre cour. D'abord, parce que les poursuites rétroliennes concernaient les mêmes faits. Ensuite, parce qu'elles ont été menées avec la volonté sincère de rendre justice. Tout d'abord, les procédures rétroliennes concernent le même comportement. L'article 17, interprété à la décision de votre cour le 11 décembre 2014 dans l'affaire Simone Gbagbo, la Cour examine si les affaires se chevauchent suffisamment. Et la défense insiste, il s'agit ici de l'analyse des faits et non pas de leur qualification juridique. Dans la présente affaire, le mandat d'arrêt vise les événements survenus en Abkhézie à partir de l'été 2021. Or, la commission d'enquête instaurée par l'État du rétro vise précisément cette période à partir de 2021. Son mandat recensait l'ensemble des violations commises sur le terrain par l'ensemble des parties prenantes, y compris celles visées par le statut. Et c'est à l'issue de cette enquête que Nicolas Vavoum a été condamné pour haute trahison, une infraction qui, en droit rétrolien, sanctionne la rupture des engagements internationaux de l'État, au premier rang desquels figure le statut de Rome. Il s'agit donc et quoi qu'en dise le bureau du procureur, du même comportement, bien que juridiquement qualifié autrement. Ensuite, contrairement à ce qu'allègue le bureau du procureur, les poursuites ont été engagées dans une volonté réelle de rendre justice. L'accusation invoque l'article 17, paragraphe 2, qui prévoit le dessein de soustraire le suspect à sa responsabilité pénale, s'assimilant alors, selon l'arrêt Kadhafi de 2019, à un simulacre de justice. La défense s'étonne d'entendre le bureau du procureur invoquer l'existence d'un accord de paix pour justifier ses allégations de manque de volonté. Insistons sur ce point. En arrivant au pouvoir, Marin Desnouettes démontre sa volonté de rendre justice, en commençant par une commission d'enquête indépendante ou encore un fonds d'indemnisation pour les victimes. Et c'est précisément dans ce contexte, alliant recherche de paix et lutte contre l'impunité, que Nicolas Vavoum a été jugé, non pas après 2 jours, mais après 2 ans d'enquête. Faut-il désormais reprocher la recherche de préservation de l'unité et la stabilité de sa nation? La recherche d'un équilibre entre la lutte contre l'impunité et la paix ne saurait être reprochée et devrait plutôt être encouragée, tel que le bureau du procureur le souligne d'ailleurs dans son document sur la complémentarité et la coopération. Maître, quelle est l'applicabilité d'une directive de politique pénale du bureau du procureur devant notre Chambre? Pourquoi devons-nous tenir compte d'une directive du procureur? Est-ce qu'elle est applicable devant nous? Selon l'article 21 du statut de Rome, il est possible de se référer à tous les instruments juridiques internationaux et notamment à ceux liant la Cour pénale internationale. Et c'est à ce titre que le bureau du procureur invoque son document sur la coopération et la complémentarité. Ainsi, concernant ce jugement, ni une grâce, ni une éventuelle réduction de peine en échange d'une coopération ne saurait effacer la condamnation ni atténuer la réalité de sa responsabilité pénale. Partant, il ne saurait être considéré comme soustrayant M. Vavoum à sa responsabilité. Il a été condamné. Dès lors, l'article 17 invoqué par le bureau du procureur fait obstacle à l'exercice de la compétence de votre cour. Et le bureau du procureur n'ayant pas soulevé le principe ne bis in idem, le Conseil de la défense renvoie respectueusement la Cour à ses observations écrites concernant ce point. En conclusion, et à titre principal, la défense demande à la Cour de constater que la justice nationale a fonctionné et partant que le jeu de la complémentarité fait obstacle
à l'exercice de la compétence, par ailleurs restreinte, de votre cour. Je vous remercie et vous prie de bien vouloir laisser la parole à ma consoeur. Monsieur le Président, honorable juge, je vous remercie. Je me chargerai pour ma part d'établir qu'il n'existe aucun motif substantiel de croire en l'existence de crimes contre l'humanité. À titre liminaire, car le dossier de l'accusation est vide. Il repose sur des éléments de preuve cumulant les motifs d'inadmissibilité, à commencer par leur manque de valeur probante. Selon l'article 69, paragraphe 4 du statut, et la décision de confirmation des charges dans l'affaire Katanga, toute preuve dépourvue de valeur probante ou de pertinence ne doit pas être admise devant votre cour. Elle doit être écartée. Et cette valeur probante est examinée au regard de la pertinence de la preuve, de sa fiabilité, de sa crédibilité et, en cas de doute, au stade de la confirmation des charges, de son authenticité. Et la défense le rappelle, conformément à l'article 61, paragraphe 7, si les preuves sont insuffisantes, l'affaire ne peut faire l'objet d'un renvoi en jugement. S'agissant du rapport DocGPT, premièrement, sa fiabilité est sérieusement entachée. Ce pour deux raisons. D'une part, car ses sources ne sont pas fiables. Nombre de données traitées proviennent de l'État du Ouatta, État allié au Libère, ayant nécessairement un parti pris au conflit. D'autre part, elles ont été exploitées par une intelligence artificielle conçue par des ressortissants du Ouatta. Sachant que les intelligences artificielles reproduisent et amplifient les biais de leurs concepteurs, la lecture des faits par DocGPT ne peut être qu'orientée. Le rapport n'est pas fiable. Deuxièmement, l'authenticité des données qu'il traite peut être sérieusement remise en doute. Pour rappel, l'entreprise ayant conçu DocGPT est une entreprise qui a été sanctionnée pour ses failles de sécurité et son absence totale de contrôle sur l'intelligence artificielle. Ainsi, altération, falsification, perte des données, tout est possible. Le rapport ne peut être jugé probant. Il doit donc être déclaré inadmissible. S'agissant désormais du rapport de la FIDH, au-delà du manque de pertinence de ce rapport, qui évoque le groupe RA et non le groupe AR, ce rapport recueille des témoignages de personnes mineures ou traumatisées en violation des recommandations du bureau du procureur. Et surtout, il ne se limite pas à rapporter des témoignages. Il émet des hypothèses, propose des interprétations. Ceci n'est pas un travail d'enquête rigoureux ni fiable. Le rapport ne peut être jugé probant. Dès lors, Monsieur le Président, honorable juge, la défense vous demande de déclarer l'inadmissibilité de ces éléments de preuve et, partant, de constater que le standard de preuve requis pour renvoyer l'affaire en jugement n'est pas atteint. En tout état de cause. Pardonnez-moi, maître, est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une chambre préliminaire qui a déclaré des preuves inadmissibles au stade de la confirmation des charges? Dans l'affaire de confirmation des charges de Bemba en 2009, la Cour a estimé que, notamment dans des rapports d'ONG qui ne pouvaient pas être considérés comme fiables, pouvaient être dès lors déclarés inadmissibles. Ceci conformément à l'article 61, paragraphe 4 du statut de Rome, qui autorise la Chambre préliminaire à déclarer de tels éléments inadmissibles. En tout état de cause, la défense démontrera désormais qu'il n'existe aucun motif substantiel de croire en la commission de crimes contre l'humanité. Ni les éléments contextuels, ni les crimes spécifiques ne peuvent être caractérisés. La qualification de crime contre l'humanité exige, selon l'article 7, paragraphe 1 du statut, que les actes aient été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre une population civile et en exécution de la politique d'un État ou d'une organisation. S'agissant de l'attaque, votre cour l'a rappelé dans le jugement à la Sanne de juin 2024,
Elle suppose une opération composée d'au moins plusieurs actes visés à l'article 7, paragraphe 1. Et elle doit, pour être généralisée ou systématique, respectivement être soit menée à grande échelle, soit résulter d'un schéma coordonné non fortuit. Concernant la politique, selon la décision de confirmation des charges de 2008 dans l'affaire Katanga, elle implique que l'attaque soit planifiée, dirigée ou organisée par une entité. Cette entité doit par ailleurs être dotée d'un degré suffisant d'organisation, disposant d'une structure, de ressources, d'une capacité logistique et être en mesure de planifier ou coordonner une attaque systématique ou généralisée. En l'espèce, malgré ce qu'a pu tenter de démontrer le bureau du procureur, ces conditions ne sont pas remplies. S'agissant tout d'abord de l'inexistence d'une attaque généralisée ou systématique. Les événements invoqués par le bureau du procureur pour caractériser l'attaque se seraient produits dans la forêt de Séquoia, que le procureur lui-même localise au rétro. Ces actes échappent donc à la compétence de votre cour, qui est limitée, rationnelle loci, à l'Apkécie. En conséquence, ces événements ne peuvent être pris en compte pour établir l'existence d'une attaque. Et au demeurant, le seul acte survenu en Apkécie est un attentat à la voiture piégée, ayant causé 34 victimes. Cet acte, isolé, sporadique, ne présente ni l'ampleur ni la répétition nécessaires pour constituer une attaque généralisée ou systématique. Le procureur, par ailleurs, n'a pas apporté de motif substantiel de croire en l'existence de l'organisation du groupe ni de sa politique. Il s'agit pourtant de conditions cumulatives nécessaires à l'établissement du contexte du crime contre l'humanité. Le Conseil de la Défense demande donc qu'il plaise à la Cour de constater l'absence de motifs substantiels de croire en l'existence de ce contexte. Et à supposer même que ce contexte soit reconnu, aucun des éléments spécifiques invoqués par l'accusation n'est non plus établi. À titre liminaire, car hormis les allégations de meurtre, le procureur n'a pas apporté la preuve que les crimes spécifiques allégués se seraient produits en Apkécie. Celui de déportation repose sur les propos d'Adrien Jalmouma, qui n'indique en rien le lieu de capture ou de détention des 125 mineurs. En l'absence de cette information, ce crime ne peut relever de la compétence de la Cour. Ensuite, les crimes de viol, de grossesse forcée, de mariage forcé et de torture seraient survenus dans la forêt de Séquoia. Or, comme la défense l'a déjà rappelé, cette forêt ne fait pas partie du champ de compétences rationnelles loci de votre Cour. Ces crimes doivent échapper à la compétence de votre Cour. À titre subsidiaire, l'équipe de la défense vous démontrera qu'aucun crime spécifique n'a été commis, contrairement aux allégations de nos estimés contradicteurs. Tout d'abord, s'agissant des grossesses forcées, elle suppose que la victime ait été contrainte à mener une grossesse à terme, contre sa volonté. Et selon l'article 7, paragraphe 2, F du statut et le jugement Ongwen. En l'espèce, Nina, qui serait visée par ce crime, n'a jamais exprimé le souhait d'interrompre sa grossesse. C'est sa mère qui aurait tenté d'y mettre fin en recourant à des herbes, sans que Nina ne partage cette intention. Le refus d'interruption n'émane donc pas de la haine, mais de la victime elle-même. Ce crime ne peut être retenu. Au vu du temps imparti, le Conseil de la Défense prie respectueusement la Cour de se reporter à ses observations écrites concernant les autres crimes spécifiques invoqués par l'accusation. En conclusion, Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, le Conseil de la Défense vous demande de constater l'inexistence de motifs substantiels de croire en l'existence de crimes contre l'humanité. Si vous le permettez, je laisserai ma consoeur, Maître Ambre Babonneau, poursuivre la démonstration. Je vous remercie. Monsieur le Président, honorable juge,
distingués contradicteurs, je vous remercie. Je suis maître Ambre Babonneau, membre du Conseil de la défense de M. Vavoum, et c'est avec honneur que je me présente devant votre cour aujourd'hui afin de poursuivre les démonstrations entamées par mes consoeurs. Je démontrerai pour ma part l'impossibilité de retenir les charges de crimes de guerre avancées par l'accusation à l'encontre de M. Nicolas Vavoum. Contrairement à ce qu'invoque le bureau du procureur, il n'existe aucun motif substantiel de croire que des crimes de guerre aient pu être perpétrés. En effet, tant l'élément contextuel que les éléments spécifiques nécessaires pour chaque crime ne peuvent être constitués. S'agissant du contexte, au terme de l'article 8.2c et E du statut, un crime de guerre suppose l'existence d'un conflit armé non international. En vertu du jugement Ongwen, un tel conflit existe lorsqu'il y a recours à la force entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés. Pour être caractérisé de non international, un conflit armé requiert d'une part une intensité des affrontements dépassant de simples troubles internes tels que des émeutes ou encore des actes sporadiques. D'autre part, un certain degré d'organisation des parties permettant de concevoir des opérations militaires prolongées. Or, Monsieur le Président, honorable juge, la situation portée devant votre cour ne saurait répondre à aucun de ces critères. Premièrement, concernant le critère d'intensité. Les violences soulevées par le bureau du procureur, bien que regrettables, sont isolées et ne constituent nullement un affrontement armé prolongé. Elles ne sont que de simples émanations de tensions dans un contexte politique fragile marqué par la frustration d'une population dont la volonté d'indépendance exprimée dans les urnes depuis près de 30 ans est ignorée. De plus, aucune mention d'une quelconque opposition avec les forces armées libéroises n'est établie. Quant à la propagation territoriale nécessaire, il n'est fait mention que de zones très reculées de la Piécie. L'accusation établit également le critère d'intensité sur l'intérêt porté par le Conseil de sécurité sur la situation. Or, il ne s'est jamais prononcé sur la situation libère et n'a pris que des sanctions à l'encontre du rétro, que l'on rappelle ne pas être partie prenante à la situation apkétienne. Deuxièmement, concernant le critère d'organisation, l'AR ne présente en aucun cas un degré d'organisation suffisant pour conduire des opérations militaires. Aucune structure clairement définie, aucune capacité militaire opérationnelle ou logistique, ou encore aucun régime de discipline n'est établi. L'AR est organisée, à tout le moins, comme tout groupe de la société civile. Aussi, la partie adverse soutient à tort que l'AR contrôlait l'Abkhézie par le biais de l'instauration d'une police des mœurs ou d'un tribunal révolutionnaire. Or, elle n'apporte aucune preuve du fait que les prétendus organes aient adopté une quelconque mesure concrète de sorte à caractériser ce contrôle. Dès lors, l'AR n'exerce donc aucun contrôle sur cette région. Le Conseil de la défense venant de démontrer l'absence de conflit armé, aucune charge de crime de guerre ne peut être reconnue contre M. Nicolas Vavoum. Si par l'extraordinaire, la Cour reconnaissait l'inverse, la défense s'attachera maintenant à vous démontrer qu'aucun des éléments spécifiques relatifs à chacun des crimes invoqués par l'accusation n'est constitué. Le bureau du procureur demande à la Cour de retenir plusieurs charges à l'encontre de M. Vavoum, parmi lesquelles la prise d'otage. Cette dernière échappe à votre compétence territoriale, comme l'a démontré précédemment ma consoeur. En ce qui concerne les autres chefs de crime, nous démontrerons successivement qu'aucun d'eux ne peut être retenu. Premièrement, le crime de pillage, au sens de l'article 8.2e5 du statut, est constitué s'il est démontré que l'auteur s'est approprié certains biens et que l'appropriation s'est faite sans le consentement du propriétaire. Si malgré les démonstrations de la défense, la Cour admet le rapport DocGPT comme preuve, il ne peut suffire à établir la charge de pillage. En effet, s'il mentionne que les interlocuteurs évoquent simplement l'icône de Sainte-Émilie, ou encore mentionne des courriels échangés dans lesquels une simple plaisanterie concernant la difficulté logique de déplacer des dalles et colonnes médiévales ne suffit pas. Cela peut tout à fait traduire une admiration des œuvres, mais en aucun cas ne permet de démontrer une appropriation de ces biens. Par conséquent, le crime de pillage ne peut être considéré comme constitué.
Compte tenu du temps qui m'est imparti, le Conseil de la Défense renverra respectueusement la Cour à ses observations écrites au paragraphe 95 jusqu'à 97 concernant le crime de condamnation en dehors de toute procédure régulière. Pour conclure, le Conseil de la Défense prie la Cour de constater qu'il n'existe aucun motif substantiel de croire que les charges alléguées par le procureur puissent être retenues contre le suspect. Je vous remercie et vous prie de bien vouloir laisser la parole à ma consoeur, maître Clémence Lafont, pour la suite de la démonstration. Monsieur le Président, honorable juge, distingué contradicteur, je vous remercie. Je suis maître Clémence Lafont, membre du Conseil de la défense de Monsieur Vavoum, et c'est avec un grand honneur que je conclus l'argumentation de la défense pour démontrer qu'il n'y a pas de motif substantiel de croire que la responsabilité de Monsieur Vavoum peut être retenue. L'accusation invoque la responsabilité personnelle de Monsieur Vavoum sur deux modes de responsabilité distincts que nous réfutons et reprendrons successivement. Premièrement, l'accusation tente de faire reposer la responsabilité pénale de M. Vavoum sur le fondement de l'article 25.3a du statut en tant que coauteur indirect. Or, cette qualification ne saurait être retenue en l'espèce. Au regard de la jurisprudence de confirmation des charges dans l'affaire Katanga et Nkujulu, l'engagement de cette responsabilité exige la démonstration d'éléments objectifs parmi lesquels figurent, d'une part, les conditions de la commission par l'intermédiaire d'autrui, exigeant alors la démonstration d'un contrôle effectif du suspect sur l'organisation, l'existence d'un appareil de pouvoir organisé et hiérarchique, et une certaine mécanisation de l'organisation reflétée par une obéissance quasi automatique des membres permettant d'atteindre un résultat criminel. D'autre part, les conditions de la commission conjointe requièrent l'établissement d'un plan commun entre les coauteurs et une contribution essentielle du suspect sur la réalisation de ce plan. Des éléments subjectifs doivent également être établis. L'accusation doit ainsi démontrer que M. Vavoum possédait l'intention criminelle spécifique pour chacun des crimes allégués, qu'il avait conscience que son comportement s'inscrivait dans un plan pouvant aboutir à la commission de ces crimes, et enfin, qu'il savait exercer un contrôle sur la survenance des crimes par son rôle essentiel ou par sa capacité à les empêcher. Or, force est de constater, Monsieur le Président, honorable juge, que les éléments requis font ici cruellement défaut. D'une part, les éléments objectifs. L'accusation pour engager la responsabilité de M. Vavoum se fonde notamment sur l'existence d'un prétendu plan commun entre lui et Linda Grandmarché. Un nom qu'il n'a pas entendu depuis longtemps. En effet, pour tenter d'établir ce plan, le bureau du procureur s'appuie sur des liens supposés, remontant à plus de 30 ans, tels que rapportés dans l'article de Loi déchaînée, un journal à caractère satirique. Il convient alors de rappeler que cette source ne revêt aucune valeur probante en raison de son manque de pertinence. Car oui, avoir une amie d'enfance devenue personnalité politique ne suffit en aucun cas à faire de quelqu'un un criminel. L'accusation prétend en outre que ces relations se poursuivraient encore aujourd'hui sous prétexte d'activités professionnelles communes, mais rien ne permet de les établir. Si tant est que le rapport DocGPT détienne une valeur probante, même lui, composé pourtant d'un téraoctet de données, ne mentionne un quelconque contact entre le téléphone de M. Vavoum et Linda Grandmarché. Une amitié vieille de 30 années, couplée à une absence de contact établi aujourd'hui, ne saurait à elle seule fonder l'existence d'un plan commun sans relever de spéculation et extrapolation. Quant à la contribution essentielle nécessaire, quelle serait-elle ? Un discours et des prétendus messages envoyés. Or, le discours, il ne saurait être considéré comme une contribution essentielle, d'autant que rien n'indique le contenu de celui-ci. Par ailleurs, rien ne permet d'établir que M. Vavoum exerçait un contrôle effectif sur l'AR. Aucune structure hiérarchique, aucune information sur le mécanisme de recrutement ou de discipline ne permet non plus d'identifier un appareil de pouvoir organisé. Quant à sa perception comme chef charismatique dans la sphère publique, elle ne doit pouvoir suffire à démontrer un pouvoir de commandement. D'autre part, les éléments subjectifs font également défaut. M. Vavoum
honorable membre de la Cour, s'est toujours positionné en faveur des Abkhasiens et de leur volonté tue par le Libère à 3 reprises. Et rien ne permet... Maître, excusez-moi de vous interrompre, j'ai une question. Est-ce que dans la jurisprudence, nous ne trouvons pas des exemples de discours qui justement sont des exemples de contribution? En effet, dans la jurisprudence de votre Cour, ainsi que des tribunaux internationaux, notamment du TPIR ou du TPY, les discours ont pu être tenus comme incitateurs du génocide, sauf qu'en l'espèce, dans les jurisprudences, il était essentiellement regardé le contenu des discours, le contexte dans lequel celui-ci a été réalisé, ou encore les personnes vers lesquelles il était prononcé. En l'espèce, nous n'avons aucun élément sur le contenu du discours, les personnes, le contexte. Nous ne pouvons donc déduire que cela permettait de constituer un acte incitateur. Dès lors, tant l'élément objectif que subjectif faisant défaut, la responsabilité de Nicolas Vavoum sur le fondement de la coaction indirecte ne peut être retenue. Deuxièmement, le bureau du procureur invoque la responsabilité de Nicolas Vavoum sur le fondement de l'article 28A en tant que supérieur hiérarchique. Conformément à l'article 28A du statut tel qu'interprété dans la décision de confirmation des charges à l'encontre de M. Bemba, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies, notamment le fait que le suspect doit exercer une autorité et un contrôle effectif sur les subordonnés ayant commis les crimes allégués. En l'espèce, une fois encore, aucun de ces critères ne peut valablement être établi. Rien ne permet d'affirmer qu'il détenait une autorité ou un contrôle effectif sur la R. Dans la décision de confirmation des charges à l'égard de M. Bemba, la Chambre prend en compte des éléments tels que la position officielle, la capacité à se faire obéir ou encore le pouvoir de donner des ordres pour caractériser ce contrôle effectif. Le bureau du procureur invoque des prétendus ordres donnés par M. Vavoum en s'appuyant sur le rapport DocGPT. Sauf que d'autant plus, il convient de rappeler que le bureau du procureur a lui-même assumé, après l'arrestation de M. Nicolas Vavoum, n'avoir pas pu trouver de directive qu'il aurait pu adresser. Or, si le bureau du procureur ne peut trouver de directives, comment pouvait-il parvenir à établir que Nicolas Vavoum en a donné? Vous avez moins d'1 minute, maître. En conclusion, au vu de l'absence d'éléments concrets, le Conseil de la défense prie la Cour de reconnaître l'impossibilité de reconnaître la responsabilité de M. Nicolas Vavoum en tant que supérieur hiérarchique ou en tant que coauteur indirect. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, ainsi se clôt donc l'exposé des arguments du Conseil de la défense et la défense prie la Cour de ne pas renvoyer l'affaire en jugement. Je vous remercie. Je vous remercie, maître. Des points très importants ont été soulevés au cours des présentations à la fois de la part du bureau du procureur et de la défense. Chacun va maintenant avoir la possibilité d'y répondre dans le même ordre que précédemment. Et je vous rappelle de faire attention au temps de parole qui vous est alloué, puisque chaque équipe ne devra pas dépasser 8 minutes pour exposer sa réponse. Et la parole est d'abord au bureau du procureur. Monsieur le procureur, madame le procureur, monsieur le procureur, vous avez la parole. Monsieur le Président, distingués juges, notre bureau a pris le soin de bien écouter les réfutations du Conseil de la défense. Mais nous souhaitons relever qu'à défaut de pouvoir s'accorder sur tout, il est au moins nécessaire d'être d'accord sur nos points de désaccord. Et la principale pomme de discorde en cette audience consiste à examiner, je cite, la compétence de la Cour au regard, en particulier du jeu de la complémentarité prévu à l'article 17.1 A et B du statut. Or, la défense conteste plutôt votre compétence au regard du ne bis in idem prévu à l'article 17.1 C et 20 du statut. Mais même à considérer la règle du ne bis in idem à la présente, qu'il plaise à votre chambre de reconnaître que le jugement interne de Nicolas Vavoum ne concernait pas des crimes relevant de votre compétence et qu'il dénote au surplus d'un manque de volonté de poursuivre. Si la défense invoque votre jurisprudence Gaddafi pour soutenir la possibilité de qualifications distinctes des crimes, nous tenons à indiquer que dans cette affaire,
le suspect avait été condamné en Libye pour meurtre et persécution, soit des crimes bien prévus au statut de Rome. Mais en l'espèce, Nicolas Vavoum a été condamné en interne pour corruption et haute trahison, des infractions qui ne sont nullement prévues par le statut de Rome. Sur le deuxième point, concernant la compétence, le Conseil de la défense ne refute nullement votre compétence matérielle. Elle ne refute pas votre compétence temporelle. Elle refute votre compétence territoriale, tout en oubliant que l'article 12 A et B du statut prévoit que la compétence territoriale et la compétence personnelle sont alternatives. Elle conteste donc à la présente la compétence territoriale. Le rétro est un État parti au statut de Rome depuis le 24 octobre 2004. Nicolas Vavoum, le suspect, est bien et bel un ressortissant du rétro, un rétrolien. Alors, la Cour peut exercer ici sa compétence personnelle. Au regard donc du fait que les deux compétences sont alternatives, si le Conseil de la défense conteste votre compétence territoriale, celle personnelle ne peut pas non plus être contestée à la présente. Troisième point, le Conseil de la défense s'appuie exclusivement, sinon fondamentalement, sur les preuves. Et le Conseil de la défense a bien fait de ne pas contester ici la valeur probante, mais le Conseil de la défense a contesté l'admissibilité des preuves devant votre cour. Elle lit l'article 69-4 du statut comme étant l'article qui interdit l'admissibilité de certaines preuves devant votre cour, tout en oubliant que le même article et l'article 103-2 du règlement de procédure et de preuve prévoient que toute preuve qui peut participer à la manifestation de la vérité peut être admise devant votre cour. Et d'après l'affaire Bemba, l'arrêt en appel sur les preuves au paragraphe 37, il est reconnu que la liberté de preuve gouverne l'administration de la preuve devant votre cour. Donc, toute preuve peut être admise devant votre cour, alors que le Conseil de la défense conteste l'admissibilité. Monsieur le Président, le Conseil de la défense s'appuie dans un deuxième temps sur le rapport DocGPT et le rapport de la FIDH qu'elle conteste. Dans l'affaire Kenyatta et consorts, votre Cour distingue clairement les preuves directes des preuves indirectes. Les preuves directes étant les preuves de première main et ayant une valeur probante incontestable. Les preuves indirectes, par contre, ayant une faible valeur probante. Mais au paragraphe 87 de la même affaire, votre Cour précise que lorsque les deux preuves se corroborent, elles ont la même valeur probante. Dans le cas d'espèce, à commencer par les preuves indirectes, lorsque nous prenons le rapport de la FIDH, il est fait mention que des civils abkessiennes ont fait l'objet de mariages forcés, notamment Julie. Lorsque nous prenons le rapport produit par DocGPT, il ressort très clairement qu'il y a eu des flagellations des civils abkessiennes, il y a eu des tortures des civils abkessiennes. Revenons-en maintenant aux preuves directes produites par le rapport factuel lui-même. Au paragraphe 3, il est clairement mentionné que les civils abkessiennes ont fait l'objet de tortures et de flagellations. Monsieur le Président, ces preuves se corroborent. Ces preuves indirectes que la défense tente d'écarter sont corroborées par des preuves directes, incontestables et ayant une valeur probante. Au surplus, Monsieur le Président, même si nous admettons que le rapport DocGPT ne peut être retenu, même si nous admettons que le rapport de la FIDH ne peut être tenu, même si nous admettons que l'annexe 2 sur la loi déchaînée ne peut être tenue,
il a eu lieu en Abkessi des tirs de mortier contre une gendarmerie. Il y a eu en Abkessi, Monsieur le Président, des flagellations. Il y a eu en Abkessi un certain nombre de dispositions qui ont été adoptées à l'encontre des femmes, discriminatoires. Ce ne sont pas des actes qui ont été révélés ni par le rapport d'OGPT, ni par la FIDH. Ce sont des preuves directes, incontestables, venant directement du rapport factuel. Alors, est-ce que, au-delà de ces preuves indirectes contestées, votre tribunal peut ignorer les autres actes, ces bombardements, ces tirs de mortier qui ont causé, qui ont traumatisé des civils abkessiens? Monsieur le Président, honorable juge, il vous plaira donc, dès lors, de reconnaître votre entière compétence sur cette affaire conformément au principe de complémentarité et aussi de confirmer les charges des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dont est responsable Nicolas Vavoum à titre de coauteur indirect et de chef militaire. Ainsi, renverrez-vous l'affaire en jugement? Ainsi, aurez-vous rempli votre sacerdoce de lutte contre l'impunité, contre l'inhumanité? Car rendre justice, aujourd'hui, c'est déclarer solennellement que l'horreur ne triomphera jamais, que les ténèbres ne réduiront jamais la lumière au silence et que David ne succombera jamais face à Goliath. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur. Je me tourne maintenant vers la défense pour ses observations. Maître, vous avez 8 minutes. Je vous remercie. Le Conseil de la Défense vous remercie pour cette nouvelle occasion de rétablir une vérité que l'accusation, aveuglée par ses certitudes, s'évertue à tordre. Car oui, Nicolas Vavoum est un homme, non pas un monstre ni un bourreau, comme on tenterait de le faire croire, mais un homme. Un homme droit, cohérent, intransigeant avec lui-même, fidèle à une éthique rigoureuse. Le Conseil de la Défense reprendra désormais successivement les points abordés par l'accusation. Tout d'abord, concernant les allégations du bureau du procureur selon lesquelles le comportement qui aurait été jugé au niveau interne ne se confond pas avec le comportement qui est reproché aujourd'hui à Nicolas Vavoum devant votre cour. Le Conseil de la Défense maintient ici son argument et estime que les deux affaires se chevauchent. L'application du principe ne bis in idem devra donc être mise en place. En effet, l'accusation conteste le fait que le jugement mené au niveau national concerne le même comportement. Or, le raisonnement part d'un postulat erroné. Il se fonde à tort sur une comparaison des qualifications juridiques retenues au niveau national et par le bureau du procureur. Or, la Chambre préliminaire l'a clairement affirmé dans sa décision du 31 mai 2013. Nous le rappelons, seule l'analyse des faits compte, non leur qualification. Et en l'espèce, les faits pour lesquels M. Vavoum a été poursuivi et condamné couvrent ceux allégués par le bureau du procureur. Au-delà du fait que l'enquête nationale, longue de 2 ans, portait précisément sur les événements en Abkessi, M. Vavoum a été condamné pour haute trahison, infraction la plus grave du Code pénal rétrolien qui renvoie directement aux engagements internationaux de l'État et donc au statut de Rome. Le rétro avait donc le devoir, également en vertu du préambule du statut de Rome, en son alinéa 6, de poursuivre M. Vavoum pour des faits susceptibles de relever de la compétence de la Cour. Mieux encore, les poursuites internes ont pu viser un spectre factuel plus large que celui circonscrit à l'Abkessi, seule base compétence territoriale de la Cour. En effet, et je viens désormais à mon deuxième point, le Conseil de la Défense maintient que la compétence rationnée loci de votre Cour, dans son exercice aujourd'hui, doit être restreinte. En effet, si l'article 12 du statut de Rome permet en effet à la Cour d'exercer sa compétence
pour des ressortissants des États membres et partis au statut de Rome. Ici, la question se trouve davantage au niveau de la situation qui a été définie et qui est aujourd'hui le sujet de l'audience. Cette situation est définie comme relevant de l'abkessie. Et conformément à la décision du 6 juillet 2007 dans l'affaire Katanga, une affaire ne relève de la compétence de la Cour que si les crimes allégués restent dans les limites territoriales et temporelles de la situation initialement définie. Ici, l'abkessie. Partant, votre compétence rationnelle loci est effectivement restreinte. Ensuite, concernant et s'agissant des preuves, l'équipe de la défense vous invite à ne pas vous laisser emporter par les artifices du bureau du procureur qui a vainement tenté de vous fournir au soutien des crimes allégués. Celle qui vous a fourni par le biais de l'intelligence artificielle. D'un outil qualifié d'artificiel, il ne peut sortir que des artifices qu'il est nécessaire d'écarter. Et conformément à l'article 69, paragraphe 4 du statut de Rome, l'admissibilité des éléments de preuve dépend de leur pertinence et de leur valeur probante, non de la recherche de la vérité. Le bureau de la défense insiste alors sur un point essentiel, le risque d'erreur des intelligences artificielles. Ainsi, même si tant est qu'on puisse s'accorder sur la recherche de la vérité, ce n'est pas par le biais de l'intelligence artificielle que nous pouvons y parvenir. En effet, ce risque d'erreur produits par les intelligences artificielles peuvent tout aussi bien découler d'erreurs de codage que de biais, notamment de confirmation, qui sont amplifiés par l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Et DocGPT n'échappe pas à ce biais, ce travers bien connu qui les pousse à confirmer à ce qu'elle pense qu'on attend d'elle. Ici, son comportement est clair, elle oriente son analyse pour établir coûte que coûte la culpabilité de M. Vavoum. Ainsi, ici, ce ne sont pas des preuves, ce sont des extrapolations. DocGPT trahit la faiblesse du dossier de l'accusation. Ensuite, concernant les allégations du bureau du procureur quant à la distinction entre les preuves indirectes et directes dans son argumentation pour l'admissibilité du rapport de la FIDH, le Conseil de la défense souligne que si tant est qu'une valeur probante soit reconnue au rapport de la FIDH, ce que nous contestons fermement au vu des développements que nous avons déjà pu effectuer, alors une preuve indirecte ne pourra fonder une allégation que si elle est corroborée. Ici, le bureau du procureur se fonde et utilise comme exemple le mariage forcé. Il estime en effet que le rapport de la FIDH et les propos d'Adrien Jalmouma se corroborent sur ce point. Or, ces propos concernent des faits différents. En effet, la FIDH parle de femmes mineures et majeures, là où Adrien Jalmouma parle uniquement de femmes mineures. Ensuite, le rapport de la FIDH parle bien ici du groupe RA et non du groupe AR, ou alors il mentionne de simples hommes masqués. Rien ne permet donc de corroborer de tels éléments. Partant, le rapport de la FIDH ne peut être jugé probant et doit donc être déclaré inadmissible. Quant aux allégations de meurtre, c'est pour être considéré comme crime contre l'humanité, encore faut-il qu'il s'inscrive dans le contexte d'une attaque généralisée ou systématique. Or, comme nous l'avons déjà démontré, les allégations de meurtre sont les seules ici qui ont été étayées par le bureau du procureur, comme comprises dans la forêt, comme comprises dans la région de l'Abkhésie. Elles ne peuvent donc faire partie d'une attaque puisque celle-ci n'est pas constituée. Monsieur le Président, honorable juge, l'histoire a fait beaucoup de martyrs. Parfois, la justice en a été l'instrument. Malheureusement, ce n'est qu'après leur disparition que l'on se rend compte de leur importance et qu'on apprécie leurs œuvres. Et pourtant, l'instant que nous vivons ici dépasse le seul sort de M. Nicolas Vavoum. Ce qui se joue ici, c'est l'intérêt de la justice pénale internationale. La défense vous l'affirme avec gravité, les conditions juridiques ne sont pas réunies.
Confirmer ces charges, c'est accepter que l'émotion supplante la raison. Or, la justice ne doit pas être un geste symbolique, mais un acte réfléchi, fondé sur des preuves tangibles. Le Bureau de la Défense vous remercie. Je vous remercie, maître. Je remercie l'équipe du bureau du procureur. Je remercie l'équipe de la Défense. La Cour va à présent se retirer pour délibérer. Vous avez la possibilité de quitter la salle d'audience, mais je vous remercie de bien vouloir être présent à 11h45 pour la reprise de l'audience qui est maintenant levée. Madame la greffière. Veuillez vous lever.